et aussi par l'ampleur de son œuvre. Thèse sur Séville et l'Atlantique ne comporte pas moins de 12 volumes. Pierre Chaunu étonne également par sa capacité d'établir de larges vues d'ensemble, comme dans la civilisation de l'Europe classique et la civilisation de l'Europe des Lumières. Marcel Brisebois s'entretient à Paris avec Pierre Chaunu. Pierre Chaunu, comment êtes-vous devenu historien? En vérité, je ne me conçois pas autrement, d'une autre manière. Le goût de l'histoire est apparu dès l'enfance. Peut-être parce que je suis né à Verdun, à côté de Verdun, dans ce lieu où il s'est déroulé une bataille célèbre. Et une bataille, je suis né en 1923, je vous assure que l'on en voyait les traces. J'ai été élevé dans ma toute petite enfance, je suis orphelin de mère, j'ai été élevé par un oncle militaire de carrière, qui était un homme étonnant d'ailleurs, de très grande qualité. Et je veux dire que, étant enfant, allant souvent de Metz à Verdun, j'avais l'aqueduc de Jouy-les-Jarches, j'avais les Romains qui étaient là sous la forme d'un aqueduc romain, j'avais ces champs de bataille. Je veux dire que la chronologie, les repères chronologiques me frappaient. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, j'avais besoin de placer les choses dans le temps. Et puis j'ai eu, quand j'étais tout gosse, à 10-11 ans, j'ai eu un professeur d'histoire qui m'a parlé de l'Égypte. C'est un homme absolument étonnant. Il avait vécu en Égypte, il m'a fait vivre l'Égypte. Je pensais aux pyramides, que je n'ai pas vu encore, d'accord. Mais vraiment, depuis cette toute enfance, j'ai besoin de voir l'homme dans la durée. Et voilà. Et vous vous êtes intéressé à l'Amérique. Vous parlez des Indiens. Oui. Les Indiens meurent, n'est-ce pas? Et vous en venez finalement à parler de démographie. Ben oui. Et vous dites, n'est-ce pas, que ces Indiens meurent ont finalement beaucoup à nous dire et qu'il n'y a pas de population décroissante, il y a une décroissance démographique et que tout ça est absolument catastrophique, n'est-ce pas? Comment vous êtes-vous intéressé? Eh bien, écoutez, alors voilà, écoutez, je vous dis simplement quelle était l'hypothèse sur laquelle j'étais parti. Qui était l'hypothèse qui avait été formulée par le grand historien américain Earl Jefferson Hamilton, qui est né en 1900, et maintenant est un homme très âgé. Cette hypothèse était la suivante. La rupture qui s'est produite au XVIIe siècle et qui a cassé toutes les économies et qui a changé complètement le climat de l'Europe et d'une partie du monde à partir des années 1620, 1630, 1640. Cette rupture, Hamilton supposait qu'elle était due au fait que les échanges, et notamment les métaux précieux, qui soldaient ces échanges déficitaires entre l'Europe et l'Amérique, étaient à partir des années 1630, avaient changé de route. Et qu'au lieu d'aller vers l'Atlantique, ils avaient été captés par l'économie chinoise, ils avaient été captés à travers le Pacifique, et notamment par cette liaison que l'on appelle le galion de Manille, cette navigation extraordinairement périlleuse, longue et difficile, qui se fait entre Acapulco et le port de Manille. Or, il est apparu que cette hypothèse était absolument fausse, et que au moment où baissent ou s'effondrent les échanges dans l'océan Atlantique, au même moment s'effondrent les échanges dans l'océan Pacifique. Autrement dit, il n'y a pas de compensation. Et manifestement, lorsqu'on étudiait la question, et d'ailleurs c'est à partir de ces années, des années 48-49, que l'école de Berkeley, l'école américaine de Berkeley, a commencé sur le terrain à faire des études qui ont parfaitement convergé avec les miennes, bien que j'ai été ensuite celui qui a présenté en Europe les résultats de l'école de Berkeley, auquel d'ailleurs pendant 10 ans les Américains, les Nord-Américains ne croyaient pas, considéraient que c'était de la fumisterie. Eh bien, nous nous sommes aperçus que finalement, ce qui s'était produit, c'était l'effondrement, mais l'effondrement prodigieux, l'effondrement fantastique de la population des Indiens d'Amérique, qui est passé, vous savez, maintenant, nous savons qu'il y avait 80 à 90 millions d'habitants sur les hauts plateaux américains au début du XVIe siècle, ce qui d'ailleurs n'est pas du tout absurde. Ça faisait le 5e ou le 6e de l'humanité sur
entre le quart et le cinquième des terres émergées, c'est au contraire un bon rapport, et qu'on est tombé à des chiffres excessivement bas. Pensez que, d'après Berkeley, et je suis d'accord avec leurs résultats, le plateau de l'Anahuac est passé en l'espace de 80 ans de 25 millions d'habitants à 1 million et quelques. Sur le Pérou, c'est à peine moins spectaculaire, même si une partie des habitants sont allés se réfugier dans des vallées, si vous voulez, plus basses. Par conséquent, c'est en fait l'effondrement de cette population, mais le prodigieux et collapsus démographique qui expliquait, qui était en véritable la cause à la fois des événements dans l'océan Atlantique et des événements dans l'océan Pacifique, avec l'Europe et avec la Chine et avec l'Inde. Enfin, l'Inde, j'entends, non pas les Indes, l'Inde traditionnelle. Dans ces conditions, et que ce que vous voulez, quand le cinquième du nombre total des hommes disparaît en l'espace d'une génération et demie ou 2 générations, nécessairement ça crée des perturbations. Alors c'est ainsi que c'est la drame, c'est l'effondrement de la population des Indiens d'Amérique qui s'est produit dans des conditions absolument étonnantes et qui vous prennent à la gorge, enfin, quand on réfléchit bien, sans que la malignité humaine soit directement en cause. Il y a ce prodigieux choc microbien et viral qui a fait littéralement, qui a pulvérisé ces populations en très peu de temps. Ces Indiens morts sont restés dans mon esprit, je dirais comme une sorte d'avertissement et de leçon. Et après avoir fait ce cycle d'études sur l'Amérique, je me suis peu à peu converti à d'autres recherches, toujours l'histoire quantitative, toujours l'histoire économique, puis ensuite j'ai appliqué les méthodes de l'histoire quantitative à d'autres secteurs de la recherche historique, mais toujours j'ai eu présent à l'esprit ces Indiens morts. Et je veux dire, j'ai eu des expériences qui m'ont profondément marqué dans ma vie. J'ai eu l'expérience d'un pays vieux. La France, avant 1939, était un pays de vieillards. Elle est en train de le redevenir. Le Canada est en train, en ce moment, de devenir un pays de vieillards. Vous verrez dans 15 ou 20 ans, comme c'est amusant d'être dans un grand asile de vieillards, cet asile de vieillards que vous êtes en train de vous construire en ayant 1,5 ou 1,6 enfants par femme. Vous êtes en train de devenir un pays de vieux, comme nous avons été et comme nous sommes en train de le redevenir. J'ai eu l'expérience existentielle de ce monde où j'étais un enfant, alors que finalement il n'y avait que des adultes et il n'y avait que des vieux. Et j'ai eu une autre expérience, qui était l'expérience absolument dramatique de ce paysage lunaire, de ce monde de Verdun et des environs, de cette terre ravagée, de cette terre brûlée. Je me souviens que lorsque j'avais 6 ou 7 ans, et lorsque dans une vieille Renault, c'était pas des Ford, c'était des Renault, lorsque dans une Renault poussive qui était sur le point de rendre l'âme, quand elle arrivait au sommet de la côte de Verdun, je voyais ces arbres brûlés à l'hypérite. Par conséquent, si vous voulez, j'ai vécu ma petite enfance dans un monde où on expérimentait en quelque sorte ce qu'était le vide, ce qu'était le vieillissement, ce qu'était la mort, ce qu'était, si vous voulez, un monde comme un monde qui aurait été ravagé là par une guerre des étoiles. Et puis, dans mon expérience d'historien, j'ai rencontré, il faut bien dire, le plus grand drame de l'histoire. Il y a 2 drames de l'histoire qui sont dans le champ historique, qui sont des drames prodigieux, des drames fabuleux. Il y a la peste noire. La peste noire qui a volatilisé en l'espace de 2 ans, 3 ans, à peu près 35 à 40%, comme la Chine a été touchée un peu avant, c'est pratiquement 30% de l'humanité qui ont disparu en l'espace de quelques années. Et c'est exactement 35% de la population de la Méditerranée et de l'Europe qui ont disparu entre 1348 et la fin de 1349, début de 1350, lorsque la peste noire arrive dans les pays scandinaves. Alors, il y a ce cataclysme, et puis il y a l'autre cataclysme. Et il faut bien dire qu'en dépit de ce que des gens comme Lascaz et quelques autres avaient pu écrire, on n'y croyait pas il y a seulement 20 ans ou 30 ans, on ne pensait pas que c'était possible. Il y a finalement, sur le quart de la planète, un cataclysme qui a entraîné la volatilisation de 80 millions d'hommes, c'est-à-dire pratiquement du 5e de l'humanité, et que naturellement, de tout ce que ces hommes
acquis, de toute cette science, de tout ce savoir, de toute cette expérience qu'ils avaient acquis, il n'en est pratiquement rien resté. Ce qui a été sauvé, c'est ce que Bernardino de Sahagún, c'est ce que Garcilaso de la Vega nous ont gardé, si vous voulez, grâce à une écriture, de tout ce savoir, de toute cette science, de ces hommes qui avaient construit Machu Picchu, de ces hommes qui avaient construit la grande fresque du serpent à plumes à Teotihuacan, de toute cette magnifique, de ces calculateurs, de ces gens qui auraient été dignes d'inventer les ordinateurs, qui étaient les Mayas, qui étaient de prodigieux astronomes, de prodigieux calculateurs astronomes, de tout cela, de toute cette science, toute cette expérience humaine, tout ce savoir humain, de tout cela, il n'est rien resté. Alors c'est, je dois dire, voyez-vous, au cours de ma vie, donc d'histoire, de ma vie d'enfant, j'ai vu ce qu'était un monde vieux, j'ai vécu ce qu'était un monde détruit, un monde où il n'y avait plus d'hommes, si vous voulez, où dans le fond, quand on traversait ces énormes étendues du champ de bataille, on était dans un monde vide, dans un monde lunaire, et puis, cherchant autre chose, par hasard, car je n'y croyais pas quand je suis parti à Séville, je pensais que c'était des fables, je pensais que, comme tout le monde, qu'on avait prodigieusement exagéré, que ce n'était pas possible, qu'il y avait peut-être eu 2 ou 3 millions de morts, mais 80 millions, mais ça me serait paru complètement dément quand j'avais 24 ou 25 ans, et puis il a fallu me rendre à l'évidence, donc, après tout, une partie de l'humanité pouvait disparaître comme ça, et que quand ça commençait, alors véritablement, ça allait très très vite. Alors voilà, voyez-vous, je dirais les deux expériences de ma vie qui m'ont sensibilisé aux problèmes de la population, et puis alors le fait aussi que me trouvant dans les années 60 dans une université française, à l'époque où la démographie historique commençait de naître, alors je me suis passionné pour les registres paroissiaux, et avec mes étudiants, j'ai contribué, disons, à l'aventure de la démographie historique. Voilà. Mais alors, ce qui est étonnant, évidemment, on pourrait parler longuement de votre attitude vis-à-vis cette disparition d'une partie de l'humanité. Bon, on en aurait pour des heures. Mais ce qui m'apparaît, moi, le plus étonnant, c'est qu'à partir de cette expérience historique, maintenant, vous interveniez dans l'histoire qui se fait actuellement, et vous prenez position à contre-pied d'à peu près tout ce qui peut être dit par le MIT, par le Club de Rome, c'est-à-dire que, contrairement à tous ces gens qui nous disent « attention, n'est-ce pas, l'humanité est en train d'exploser, il faut limiter la croissance démographique », vous dites au contraire, n'est-ce pas, qu'il y a une implosion, c'est-à-dire que donc il y a... Écoutez, cher monsieur, je ne suis moins en contradiction avec tous ces gens-là qu'il n'apparaît. Je crois simplement que ces autorités, je précise que depuis quelques mois, quelques années, elles ont mis pas mal d'eau dans leur vin. Oui, mais encore la semaine dernière, il y avait eu... Ah ben ça, vous savez, là, je dois dire que la sottise est quelque chose qui dure, et il est bien évident que le sed perseverare in errore diabolicum est une expérience que nous vérifions tous les jours. Je vous dirai, si vous voulez, mais je prétendais qu'en dehors de ces exagérations, nous ne sommes pas tellement en contradiction. Je prendrai une image qui est une image simpliste. Je pense que c'est la même chose dans les chemins de fer canadiens, dans les chemins de fer européens. Dans ma jeunesse, je me souviens toujours de cette petite affiche que l'on voyait partout. Faites attention lorsque vous traversez une voie, c'est à l'usage des cheminots, un train peut vous masquer un autre. Or, il y a incontestablement un train. Et de 1940, surtout 45, à 1960, et si vous voulez que je sois très précis, je vous dirai à 1963, 62, 63. Un phénomène s'est produit, que d'ailleurs les démographes, les scientifiques du présent pouvaient prévoir et n'ont pas su prévoir, et j'ai quelquefois expliqué pourquoi on pouvait le prévoir. Et un phénomène qui a été incontestablement l'explosion démographique. Cette explosion démographique est en train de s'autoréguler beaucoup plus vite qu'il n'avait été prévu, et sur ce point, si vous le désirez, je suis prêt à déballer tous les chiffres, mais vous savez, même les organisations des Nations Unies, si vous consultez les bureaux spécialisés, vous vous apercevrez qu'en l'espace de 3 ans, ils ont rectifié de 500 millions à la baisse la projection sur l'an 2000. Alors, vous savez,
une rectification d'1,5 milliard en 3 ans, à 22 ans de distance, ce qui vous montre que, enfin, comme je l'ai dit et comme je l'ai chanté sur tous les temps depuis 12 ans, il y avait des erreurs systématiques qui maintenant sont en train d'être reconnues. Il y a eu incontestablement un phénomène de l'explosion démographique. Mais ce phénomène de l'explosion démographique en a masqué un autre d'une importance au moins comparable et en fait plus grave, qui est le phénomène de l'implosion. Et c'est une erreur. Qu'est-ce que vous entendez par implosion? Eh bien, le phénomène inverse, qui est le phénomène, si vous voulez, d'une chute qui se produit aussi rapidement, car le jeu de l'exponentielle, la montée en flèche, à partir d'un certain moment, les phénomènes s'emballent. Et on a pu comparer à un cancer, n'est-ce pas, cette prolifération d'une partie de l'humanité, le phénomène s'emballe, il y a une courbe qui monte au plafond. Je veux dire que ça finit toujours par se bloquer vers le haut. D'abord, je dirais, le phénomène peut aussi se produire vers le bas. Et quand il se produit sur le bas, l'expérience historique le prouve, il va aussi vite que vers le haut, et même plus vite, seulement avec une différence. Si vous me permettez cette image, c'est que, je dirais malheureusement, en démographie, on n'utilise pas les chiffres algébriques. Et qu'en arithmétique, il n'y a rien en dessous du zéro. Et que quand vous arrivez à zéro, ou pratiquement à zéro, il n'y a plus rien. Et par conséquent, vous êtes en présence de l'anéantissement. Or, vous avez un phénomène exactement inverse à celui de l'explosion, qui est au moins aussi grave et qui est beaucoup plus grave. Et au lieu que les deux, c'est une vision complètement stupide d'imaginer que le fait que vous pouvez compenser le fait qu'il y a en moyenne 7 ou 8 enfants, qu'il y avait en moyenne 7 ou 8 enfants, ce qui était trop en moyenne aux Indes et au Pakistan il y a quelques années, que vous pouviez le compenser en ayant 1,5 au Canada français ou en ayant, si vous voulez, 1,2 ou 1,3 en Allemagne. C'est faux. Pourquoi? Mais c'est faux parce que précisément, vous ne pouvez pas, les hommes ne sont pas des pions absolument interchangeables, et autrement dit, ce n'est en additionnant, en ajoutant à l'explosion d'une partie du monde l'implosion d'une autre, vous faites une catastrophe plus une catastrophe, ça fait 2 catastrophes. Et en fait, vous ne écoutez, si vous avez d'un côté un homme qui meurt de faim, et un autre côté, je dirais, si vous voulez, un homme qui crève de pléthore, ce n'est pas parce que vous allez faire jeûner celui qui meurt de faim que vous allez guérir ou supprimer la menace de l'infarctus sur celui qui est trop gros. Il faut que celui qui est trop gros maigrisse et soit raisonnable, contrôle son alimentation, et il faut que celui qui, lui, est en dessous, si vous voulez, eh bien, fasse un effort pour s'alimenter mieux. Autrement dit, c'est absolument complètement idiot d'imaginer que c'est en faisant jeûner, c'est précisément en mettant des populations qui, elles, étaient des populations qui remplaçaient la génération, qui remplaçaient à peine la génération, qui remplaçaient, disons, un petit peu plus que la génération. Imaginez que, en mettant ces pays dans une situation de mort à brève échéance, que vous portez secours au peuple qui explose. Il faut en réalité que les problèmes démographiques soient traités à l'intérieur des espaces culturels et ne soient pas traités. D'ailleurs, écoutez, même les gens du Club de Rome ont fini tardivement par le reconnaître. Ils ont fini par reconnaître que leurs chiffres cumulés ne signifiaient rien. Alors, le problème fondamental de ce temps, c'est qu'à l'heure actuelle, et si vous voulez, je vais le massifier et je vais vous le présenter d'une manière très simple, vous prenez un ensemble qui est constitué par les États-Unis et le Canada, l'Europe occidentale plus l'Europe orientale, l'Europe libérale et l'Europe socialiste, plus l'URSS, plus le Japon. Vous avez là 900 millions d'hommes et c'est-à-dire un peu moins du quart de l'humanité et certainement beaucoup plus du quart des adultes, parce que cette population est sensiblement plus vieille, beaucoup plus vieille que la population du tiers-monde. Si vous prenez l'ensemble de ces pays, vous avez 85% à peu près au minimum du potentiel économique. Et vous avez 97 ou 98% des possibilités d'innovation, disons de la masse totale des laboratoires. Or, si je prends simplement les 4 années qui viennent de s'écouler, 1974, 1975, 1976 et 1977, et je vous donnerai les résultats pour 78 puisqu'on commence à les voir. Sur ce quart de la planète, en l'espace de 4 ans,
14 millions de naissances ont manqué simplement pour que la génération soit remplacée. Cela veut dire que sur le quart de cette planète, les femmes ont mis en moyenne 1,8 enfants au monde, alors qu'il en faut 2,15 dans ces pays industriels pour que la génération soit remplacée. C'est-à-dire simplement pour que dans 50 ans ou dans 60 ans, vous ayez le même nombre d'hommes et la même pyramide des âges. 14 millions en 4 ans. Et à la fin de l'année 78, cela fera 18 millions. Mais je reste à 14 millions en 4 ans. Cela représente une fois et demie, 30% de plus que les pertes de la guerre de 14-18. Et cela représente près de la moitié, un peu plus de la moitié des pertes de la guerre de 39-45. Et pour vous donc une menace très importante sur la civilisation occidentale et même sur toute l'humanité. C'est d'abord une menace sur la civilisation occidentale. Au sens très large, il faudrait mieux dire, si vous voulez, de souche européenne, puisque vous avez les pays communistes qui, enfin, ne se veulent pas, bien sûr, occidentaux, que ça affecte aussi bien le bloc de l'Est que le bloc de l'Ouest, et que d'autre part, vous avez le même comportement au Japon, et que le Japon, lui, n'est ni européen, ni de souche judéo-chrétienne. C'est véritablement une menace, et qui frappe l'ensemble de ces pays. Vous savez que enfin, le Canada français, enfin le Québec est passé d'une situation de rapide croissance qui était la sienne encore il y a 30 ans, à une situation dont vous commencerez à voir les effets dans 10-15 ans, et j'aime mieux vous dire que ces effets sont des effets extrêmement pervers, et ou alors vraiment, nous avons à l'heure actuelle un pays qui dessine très exactement ce vers quoi nous allons, c'est le cas de l'Allemagne. Or, l'Allemagne est passée, en l'espace de 15 ans, l'Allemagne occidentale est passée d'1,150,000 naissances à 580,000 naissances, et l'Allemagne, à l'heure actuelle, en 1977, l'Allemagne a eu 1,39 enfants par femme parce qu'il y a les femmes d'immigrés qui en ont 2,5. Mais les femmes allemandes ont maintenant 1,20 enfants, 1,22, 1,23, et dans certaines villes allemandes, vous êtes pratiquement à 1,05. C'est une situation où, véritablement, dans 15 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans, la vie, ne vous faites pas d'illusions, ne sera pas vivable. Il n'y a pas de précédent dans l'histoire d'une civilisation, d'un monde qui est survécu dans ces conditions. Et je vais vous l'expliquer là aussi, je veux dire avec une image qui est une image extrêmement simple et peut-être un peu enfantine, mais il y a une certaine sagesse dans les choses enfantines. Après tout, un être humain, l'esprit de l'homme utilise pour s'exprimer les 14 milliards de neurones que, en reprenant un vieux texte, je dirais, l'Éternel Dieu nous a donné. Une civilisation, c'est un certain nombre de cerveaux, c'est un certain nombre d'êtres humains doués de cerveau qui vivent ensemble et qui communiquent ensemble. Disons qu'il y a une sorte de cerveau millionnaire. La civilisation est apparue quand il y a eu 1 million d'hommes qui ont pu communiquer entre eux. De toute façon, si vous coupez, si vous taillez dans un cerveau, si vous supposez que 14 milliards de neurones c'est trop, et qu'après tout, avec 2,5 milliards, on peut se débrouiller, puisque les chimpanzés n'ont même pas ça. Si vous retirez, si vous taillez dans votre cerveau, vous ne diminuerez pas votre cerveau, vous le tuez, vous le détruisez. Il en va de même, je dois dire, pour un cerveau collectif. Et là, je prendrai une image très simple. Vous ne mettrez jamais d'un seul coup le contenu d'une bouteille d'1 litre dans un verre. Et vous ne pouvez pas. Il y a une règle fondamentale, qui est une règle qu'on ne peut pas transgresser. C'est que pour que le message puisse être reçu, il faut que vous ayez au moins autant, je dirais, de locutés que de locuteurs. Il faut que vous ayez autant de receveurs que d'émetteurs. Or, nous sommes porteurs, finalement, d'une leçon qui nous vient à travers les générations. Au cours de l'histoire, il s'est toujours passé comme ça. Naturellement, il peut y avoir un accident. Et un accident aléatoire, comme par exemple celui de la peste noire. Alors, dans une certaine mesure, au prix d'un effort énorme, au prix d'une régression, au prix de beaucoup de souffrances, l'humanité a franchi le drame de la peste noire. Mais voyez-vous, c'est que dans le cas de la peste noire,
à la différence de ce qui s'est passé pour les Indiens d'Amérique. Il y avait une chose qui avait été réalisée, c'est que la mort était aléatoire et que par conséquent, la pyramide des âges avait été respectée. Or, ce qui est particulièrement grave dans le processus actuel, c'est que la pyramide des âges est détruite. Si vous voyez à l'heure actuelle la pyramide des âges de l'Allemagne, c'est kafkaesque. Si vous voyez la pyramide des âges, vous savez, du Québec, c'est presque kafkaesque. Et ça le sera dans quelques années. Vous ne pouvez pas construire, il est absolument fondamental que vous ayez une pyramide qui soit le plus possible sur la verticale. Et à la limite, il y a un danger lorsque vous voyez ces pyramides qui s'écrasent à la base, comme celle du tiers-monde. Ça ne menace peut-être pas la survie, mais ça crée des problèmes qui sont des problèmes atroces. Mais alors, le phénomène inverse, lui, il est quelque chose dans lequel qui est quelque chose de proprement incoercible. Et alors là, vous arrivez vraiment le moment où le message ne passe plus et où vous avez une sorte d'effondrement, un collapsus qui se produit. C'est ce que nous sommes en train de fabriquer. Or, malheureusement, les effets vénéneux de cette situation, nous ne les verrons que le jour où, à partir du moment, dans quelques années, mais dans quelques années seulement, où le déficit qui est maintenant au bas de la pyramide des âges arrivera entre 20 et 25 ans. Et alors vous verrez, vous parlez, c'est l'argument qu'emploient toujours, je veux dire, ceux qui essayent de justifier l'injustifiable en disant oui, certes, nous serons moins nombreux, nous serons plus pauvres, nous serons, etc. Mais comme nous serons moins nombreux, nous aurons moins de main-d'œuvre, mais ça n'a pas d'importance. D'abord, d'une part, nous pourrons faire venir des hommes du tiers-monde, ce qui n'est pas illimité, et puis surtout, nous trouverons des moyens techniques. Non, justement, ils ne trouveront pas de moyens techniques, parce que vous savez très bien que l'invention, ce ne sont pas des hommes de 80 ans qui font l'invention, ce ne sont même pas des hommes de mon âge qui innovent fondamentalement, c'est entre 20, et surtout dans le domaine mathématique, surtout dans le domaine technique, c'est entre 20 et 30 ans, et 20 et 25 ans même, que se situe toute la créativité. Autrement dit, c'est, je dois dire, les possibilités du progrès technique que nous sommes en train de détruire maintenant avec le trou que nous creusons au pied de la pyramide des âges. Pierre Chaunu, je vous remercie. Rappelons que Pierre Chaunu, professeur à la Sorbonne, est connu notamment pour avoir écrit La civilisation de l'Europe classique et La civilisation de l'Europe des Lumières, paru chez Artaud. Nous terminons demain la rediffusion d'une quarantaine de rencontres qui ont été reprises à l'occasion des 20 ans de cette série. L'invité sera le meilleur ami de Malraux, le chanoine Pierre Boquel.